Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec les clés de l'IMO, le rendez-vous dédié à l'investissement immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous demanderons ensemble quelles sont les dynamiques en matière d'investissement immobilier à la montagne, mais beaucoup plus précisément dans les Alpes. Une question que nous poserons à Charles-Antoine Cialelli, directeur Alpes chez Athena Advisor. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeux Patrimoine. Nous aurons le plaisir de recevoir Richard Restuccia, le président de l'Orias, qui alerte sur le retard en matière de renouvellement Orias pour un certain nombre de courtiers. La date limite étant fixée au 31 mars, une date limite qui a déjà été repoussée d'un mois. Nous en parlerons dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine. A tout de suite. Quelles sont les dynamiques qui animent le marché immobilier en montagne, plus précisément dans les Alpes? C'est le sujet qui va nous animer aujourd'hui dans les clés de l'IMO et nous avons le plaisir de retrouver en duplex pour cela Charles-Antoine Cialelli. Bonjour Charles-Antoine Cialelli. Bonjour monsieur. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur Alpes chez Athena Advisor. Athena Advisor qui est un cabinet qui accompagne dans les stratégies d'investissement immobilier. Vous êtes notamment spécialisé dans l'immobilier dans les Alpes. Qu'est-ce que vous constatez en matière de dynamique immobilière? On a l'impression que c'est un marché immobilier qui résiste plutôt bien. Pour autant, est-ce qu'on peut parler de manière uniforme pour ce marché immobilier dans les Alpes ou est-ce que cela recouvre des réalités différentes, Charles-Antoine Cialelli? Alors, il est vrai qu'on a un marché qui est très dynamique dans les Alpes. D'un point de vue de l'offre, tout d'abord, on constate, nous on couvre en fait l'ensemble des Alpes françaises et on constate que dans toutes les stations, on a des projets de rénovation, de construction qui sont en cours et avec une vraie dynamique pour rénover, upgrader le parc existant qui peut être ancien dans pas mal de stations et qui l'est d'ailleurs avec des stations qui se rénovent à des rythmes un peu différents. Et en termes de demande, c'est vrai qu'on a toujours eu un marché très soutenu. Pour notre part, ça fait 20 ans qu'on exerce sur le marché, notamment sur le marché de la montagne. Et on remarque, alors évidemment avec différentes vagues, mais même sur les crises de 2009, la demande est restée soutenue. On a passé les différentes crises, le Covid avec un vrai regain d'intérêt pour la montagne en post-Covid, avec une vraie volonté de grand air et de rechercher au-delà du ski une vraie résidence secondaire accessible en voiture pour la plupart et dans un cadre très agréable. Et donc là aujourd'hui, c'est vrai qu'on sort par exemple de la période des vacances de février, donc qui est une période pour nous extrêmement dynamique, très chargée, et on observe une fois de plus qu'on a réalisé de très belles ventes sur la période. Alors nous on couvre l'ensemble des Alpes, et comme vous le disiez assez justement, c'est vrai qu'on a déjà un marché qui est assez large, d'une part en termes d'amplitude de prix par mètre carré. Si on prend l'ensemble des Alpes françaises, on va aller en gros de 5 000 € du mètre à 40 000 € du mètre, ce qui veut dire donc une très très belle amplitude. Et alors justement, Charles-Antoine Cialelli, comment est-ce qu'on différencie finalement ces différents marchés dans les Alpes? Est-ce que c'est l'altitude qui va faire jouer le niveau de prix? Est-ce que plus on est haut, plus les prix sont élevés parce qu'on a la possibilité d'avoir de la neige en hiver? Ou est-ce que c'est d'autres critères qui agissent sur ce marché? Alors, vous avez en effet raison sur le critère de l'altitude qui, par définition, amène un très bon enneigement, mais aussi par le fait qu'en altitude, on a beaucoup plus de contraintes techniques pour construire. On a des territoires qui sont moins étendus qu'en moyenne montagne aux alentours de 1000 mètres. Et de ce fait, les fonciers sont plus rares, tout n'est pas constructible. On a du coup une offre qui est plus limitée. Est-ce qu'on peut dire un mot peut-être de la météo qu'on a eue cette année quand on voit qu'il y a des questionnements sur le niveau de neige? Est-ce que cela remet en cause des scénarios de dynamique immobilière ou est-ce que vous n'avez pas vu spécialement de différence par rapport aux autres années, Charles-Antoine Cialelli? Alors c'est vrai qu'on a eu là une période de février qui n'a pas été exceptionnelle. Alors je mets vraiment à part les stations d'altitude type Espace Quilly avec Tignes, Val d'Isère, les Trois-Vallées avec Méribel, Courchevel, Val Thorens, Saint-Martin-de-Belleville,
qui elles sont du ski principalement situées entre 2000 mètres d'altitude et 3000 mètres. Donc avec des pistes tout à fait correctes et très agréables. Maintenant, c'est vrai que ça a été plus difficile pour toutes les stations autour de 1000 mètres. Maintenant, en effet, on a un peu ressenti un petit ralentissement sur ces stations-là, mais pour notre part, couvrant toutes les Alpes françaises, on a beaucoup travaillé, notamment à Val d'Isère et à Méribel, sur cette période où voilà, il y a eu de belles transactions de réaliser. Et ces stations-là, évidemment, tirent toujours leur épingle du jeu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux marchés finalement dans les Alpes aujourd'hui. Il y a les stations stars d'un côté et finalement les stations un petit peu plus basses qui ne voient moins leur prix s'enflammer. On est sur quoi? Sur une stabilisation des prix sur cette deuxième catégorie? Alors non, pas du tout. On a des prix qui continuent de monter. Ce qu'il faut savoir sur ces stations de moyenne altitude, c'est que les gens, au-delà du ski, recherchent aujourd'hui une résidence secondaire, vraiment à laquelle on puisse accéder toute l'année, que ce soit à la Toussaint ou l'été, et après évidemment sur les mois d'hiver. Donc ces stations-là, elles se développent. On a un cadre de vie qui est hyper agréable et elles sont souvent très facilement accessibles, beaucoup moins isolées que ces stations de haute altitude. Donc on a, pardon, excusez-moi. Donc on a, non, on a des prix qui continuent de monter également sur ces parties-là et donc sur les marchés notamment de Haute-Savoie, on a évidemment Megève qui reste la plus cotée, qui est vraiment une station très chic sur laquelle les prix continuent de monter. Où aujourd'hui on passe la barre des 20 000 € du mètre. Sur des stations comme Megève, alors qu'on était encore récemment aux alentours des 15 000 € du mètre. Donc on a vu une vraie évolution. Et sur ces stations-là, ce sont des stations où vous avez énormément de monde, par exemple à la Toussaint, ce qui n'est pas le cas dans ces stations de plus haute altitude où les gens viennent pour le ski. Donc elles tirent très bien leur épingle du jeu, justement, avec un marché, je dirais, qui permet d'offrir pour toutes les bourses. Si on prend des budgets allant en gros à partir de 250 000, 300 000 €, on peut trouver déjà des choses dans des stations dignes de ce nom, de moyenne montagne, qui offrent un cadre de vie très agréable et du très bon ski en hiver. C'est intéressant ce que vous nous dites, ça veut dire que recherche l'acquéreur dans les Alpes ou en montagne de manière générale? On est plus sur de l'investissement immobilier pour faire du locatif ou pour de la recherche de résidence secondaire, comme vous nous le disiez, effectivement, quand on descend un petit peu plus dans la vallée? Alors, il y a toujours une notion d'utilisation quand même pour le propriétaire et de profiter de ces résidences-là. Donc, on est sur un vrai mix, à mon sens, entre l'investissement et le style de vie. Après, on a évidemment des clients qui sont des purs investisseurs et qui placent justement leur fonds à la montagne, puisqu'on a des rentabilités qui sont tout à fait correctes, en général entre 2 et 4% sur des biens classiques, mais après sur des biens plus orientés location, on peut facilement arriver à 4%, 5%, voire plus. Donc tout dépend un peu, je dirais, de là où on met le curseur entre l'investissement d'un côté et le lifestyle de l'autre, pour choisir un petit peu où est-ce qu'on se positionne. Et alors ces acquéreurs, quels sont leurs critères de recherche quand ils vont se positionner sur un bien? Déjà, des réponses que vous nous donnez, j'ai l'impression que les ventes se réalisent à peu près au même moment où les stations sont occupées. Vous avez évoqué les vacances de la Toussaint ou les vacances de février, où vous constatez effectivement qu'il y a un certain nombre de transactions qui se réalisent. Donc il y a peut-être une temporalité dans la réalisation des transactions. Et quels sont les critères qui vont déterminer qu'on achète ou non un bien? Alors, on a en effet on a de la demande toute l'année, nous sommes ouverts toute l'année, justement, pallier à cette saisonnalité. Et évidemment, on avait des périodes très chargées, comme les périodes de Noël, Nouvel An, puis toutes les vacances de février et après jusqu'aux vacances de Pâques. Mais en gros, c'est pas tout à fait les mêmes profils de clients. Vous avez des clients qui, justement, recherchent la montagne quand on reçoit des demandes au mois de mai, ou au mois de juin, ou au mois de juillet. On sait que ce sont des clients qui pensent vraiment montagne, mais qui sont peut-être un petit peu moins curieux quand ils sont sur place l'hiver. Donc justement, c'est des démarches qui sont assez réfléchies et c'est notamment une bonne période pour venir visiter tous ces biens-là. Quels sont les critères du coup de recherche en matière de biens immobiliers? Quels sont les critères des clients? Alors les critères, ils sont, alors évidemment, quand on vient à la montagne, on s'attend à avoir une jolie vue, c'est quand même important, notamment pour toute cette clientèle qui habite en ville et qui a besoin de dépaysement. Donc on veut de la vue, on veut des commerces qui sont relativement accessibles à pied, et des pistes évidemment pas trop loin. Ça, c'est souvent lié aux appartements, évidemment. Après, quand on recherche un chalet, en général, à mon sens, quand on a un chalet, on a une voiture. C'est vrai que ça va être compliqué de trouver un chalet qui va être hyper centre, proche des pistes, avec de l'intimité. En combinant tous ces critères-là, non, par définition, les centres sont en général construits de résidences et d'appartements, et ensuite les périphéries avec de plus nombreux chalets.
Mais c'est vrai que voilà, la distance des pistes, les commerces, la vue, l'ensoleillement sont des critères qui reviennent très fréquemment, systématiquement. Quand on parle d'immobilier dans les grandes villes, dans les communes, il y a un sujet qui est beaucoup d'actualité aujourd'hui parce qu'on parle de résidence principale, c'est la rénovation énergétique des biens immobiliers. Quand on parle d'immobilier à la montagne, que ce soit de l'investissement locatif pour de la location qu'on imagine saisonnière ou de l'utilisation en résidence secondaire, est-ce que le sujet de la rénovation des biens en matière de transition énergétique ou d'efficience énergétique est un sujet également, Charles-Antoine Cialelli ? Alors le sujet va évidemment arriver sur la table. On a eu pas mal d'articles sur justement les pourcentages de passoires thermiques dans un bon nombre de stations de ski, et ce qui est tout à fait cohérent avec en gros le moment où ces stations-là ont été construites dans les années fin des années 60, 70, 80. Donc évidemment ça va se poser sur ces résidences-là qui ont notamment beaucoup de petites surfaces. Les clients vont devoir passer par des rénovations. Alors j'imagine que le gouvernement va laisser quand même un temps d'adaptation pour que les propriétaires puissent se retourner, mais ça va sûrement créer des opportunités sur le marché avec des clients qui ne vont pas pouvoir forcément financer la rénovation de ses biens, et le voisin à côté qui a toujours rêvé d'acheter l'appartement de son voisin va peut-être pouvoir se dire tiens, là c'est le moment de faire quelque chose. Après, nous c'est vrai qu'à la montagne aujourd'hui on vend beaucoup de programmes neufs, puisque pour différentes raisons. Alors la première, si on veut rebondir sur votre question énergétique, c'est que toutes les résidences commerciales d'aujourd'hui sont à minima régies par les RT 2012 et vont être aujourd'hui régies par les RE 2020 pour tous les nouveaux permis. Donc on a déjà beaucoup moins de déperdition que ces résidences très énergivores des années 70-80. Donc voilà, on a un parc nous, qui s'adapte, et la montagne a commencé à se rénover déjà il y a plusieurs années. Merci beaucoup Charles-Antoine Cialelli d'avoir répondu à nos questions dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur Alpes chez Athena Advisor. Merci à vous également d'avoir suivi cette interview et on se retrouve dans un instant dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au renouvellement Orias des courtiers en banque ou en assurance ou en finance de manière générale. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Richard Restuccia, le nouveau président de l'Orias. Bonjour Richard Restuccia. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Mi-février dernier, l'Orias a constaté un retard dans les demandes de renouvellement Orias de la part des intermédiaires en assurance, banque et finance. Un retard qui intervient l'année où les courtiers ont à présent l'obligation d'adhérer à une association professionnelle avant d'effectuer leur renouvellement Orias, donc en lien avec la réforme du courtage, ce qui a conduit l'Orias à décaler d'un mois la date de dépôt des dossiers pour un renouvellement. On est passé du 1er mars au 31 mars. On est aujourd'hui à peu près 2 semaines de la date butoir, de la nouvelle date butoir. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Richard Restuccia ? Est-ce que vous constatez que les retardataires ont pris conscience de ce retard et ont déposé plus de dossiers qu'il y a un mois ? Alors, en fait, on s'est rendu compte très vite qu'on allait prendre du retard. D'accord. Ce retard, il était presque inéluctable. C'est une nouvelle réforme. Les intermédiaires avaient tous une nouvelle obligation d'adhérer à une association d'autorégulation. Bien sûr. Et on a très vite vu au début janvier qu'on allait prendre forcément du retard. D'accord, vous l'anticipiez, c'était pas une surprise qu'il y aurait un retard dans les demandes de renouvellement, alors même que c'est un sujet qui a été très médiatisé, et donc on savait finalement qu'il fallait adhérer à une association professionnelle. On savait depuis longtemps, alors c'est vrai qu'il y a eu un petit épisode avec le Conseil constitutionnel qui a retardé un peu tout le monde, les associations de courtiers qui se sont mises en place et qui ont été agréées par la CPR ont mis un petit peu de temps aussi à se mettre en place, Bien sûr, oui. qui était tout à fait normal. Et donc voilà, on savait qu'on allait avoir du retard. Alors là où on est un peu, là où on a été un peu surpris, en fait, c'est sur l'ampleur du retard. D'accord. Et c'est ce qui nous a, c'est ce qui a fait qu'avec le Trésor, puisque l'Orias travaille en permanence avec le Trésor. Bien sûr, en fait, l'Orias est une association professionnelle, on y reviendra, mais donc qui travaille avec la direction du Trésor, bien sûr. Et donc très vite, on a discuté et pris la décision de donner un délai supplémentaire. Et c'était important de le faire parce que, au-delà du fait que ces intermédiaires
courtiers, enfin assurance, banque ou finance allaient se retrouver avec l'impossibilité de pouvoir exercer leur profession. Ça posait aussi un problème de marché. D'accord. Puisqu'il faut se rappeler quand même que l'ORIAS, au départ, a été créé pour protéger le consommateur. Bien sûr. On y reviendra peut-être après. Et le fait que les intermédiaires puissent plus gérer leurs clients, Bien sûr. les conseiller, posait un vrai problème de marché. Parce que le risque, si jamais un courtier n'a pas déposé sa demande de renouvellement avant le 31 mars prochain, c'est qu'il ne pourra pas pendant un an exercer son activité de courtier, c'est ça ? Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que s'il n'a pas déposé sa demande, il va être radié de l'ORIAS. D'accord, À ouais. partir du moment où il est radié de l'ORIAS, il n'aura plus le droit d'exercer. D'accord. Il ne pourra plus d'ailleurs, en tant qu'intermédiaire, percevoir ses honoraires ou les commissions versées par les... Donc il aura interdiction d'être rémunéré pour une activité de conseil. Tout à fait. D'accord. Et puis, il n'aura surtout pas le droit de continuer à conseiller ses clients. D'accord, donc c'est pas, Alors, même si on le renouvelle tous les ans, c'est pas parce qu'on a raté une année qu'on pourra recommencer l'année d'après. Ça veut dire que là, ça pose un vrai sujet pour les professionnels. alors, ça pose un vrai sujet parce qu'il va être radié à partir du 31 mars. D'accord. Et ensuite, il faudra qu'il refasse un nouveau dossier d'inscription. Donc, il D'accord. pourra le faire tout de suite après le mois d'avril. Mais ça veut dire beaucoup plus de démarches, puisqu'on n'est plus dans un renouvellement, mais on va être dans une nouvelle inscription, avec un dossier complet à reproduire à l'ORIAS, et avec des délais, puisque l'ORIAS a un délai en réalité légal de 2 mois pour pouvoir instruire les dossiers. On va beaucoup plus vite, on le fait beaucoup plus vite que 2 mois, mais voilà, tous ces intermédiaires-là vont se trouver bloqués pendant... On en est à quel pourcentage, quelle proportion de retard aujourd'hui en 2023 par rapport aux autres années ? Alors aujourd'hui, on a, là, au moment où on se parle, on a 78% des intermédiaires qui ont renouvelé. D'accord, donc Alors- en activité aujourd'hui qui ont renouvelé. Voilà. D'accord. Alors que l'année dernière, à la même époque, on était à 95%. D'accord. Voilà. Donc on a effectivement un retard qui devient quand même assez préoccupant et dangereux. Et c'est vrai que le message à passer à tous ces intermédiaires-là, c'est de faire sans tarder leur renouvellement. Mais comment on explique que ces 22% en activité, dont c'est l'activité sûrement principale, n'aient toujours pas fait les démarches pour renouveler et obtenir ce numéro ORIAS ou renouveler ce numéro ORIAS qui va pouvoir leur permettre de continuer son activité ? Qu'est-ce qui bloque selon vous ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a ceux et celles qui ne se sont pas réveillés, si je peux Bien dire sûr, ça ainsi, oui. et qui se disent j'ai le temps. Mais, Sauf que le temps file. mais le temps file beaucoup. On a eu un délai accordé par le Trésor. On n'en aura pas un deuxième. D'accord. Ça, il ouais. faut vraiment que tout le monde le sache. On a fait ce qu'il fallait pour avoir le délai, mais voilà, Ce sera le seul et l'unique. Au 31 mars, ce sera le fini. coup près tombera au 31 mars. D'accord, on pourra ouais. pas faire autrement. Ensuite, voilà, je pense que il y a un certain nombre d'intermédiaires qui ont fait le nécessaire, et puis on est en train de finir le stock, si je peux m'exprimer ainsi, Bien sûr. avec les différentes associations qui elles aussi ont eu à gérer toutes ces inscriptions. Voilà, je pense que c'est les deux sujets vraiment. Et ensuite, on a par exemple les mandataires en intermédiation qui vendent de l'assurance, j'allais dire à titre accessoire par exemple. D'accord. Et je pense qu'il y en a beaucoup effectivement qui n'ont pas forcément la bonne information. Ah oui, Dans qui tous ne sont les pas cas, conscients que pour continuer à Ils le ne sont pas faire, conscients que pour continuer à le faire, il faut faire tout ça, quoi. et il faut notamment adhérer à une association professionnelle. Du côté des associations professionnelles, j'imagine que vous échangez avec eux. Il n'y a pas de blocage particulier qui viendrait justifier les retards des professionnels sur le dépôt de la demande de renouvellement ORIAS ? Non, alors moi je ne suis pas une des associations Bien sûr, professionnelles, mais oui. effectivement on discute avec eux. Je pense qu'il n'y a pas de retard. Chacun, ça y est, maintenant est en ordre de marche. Il faut maintenant que les intermédiaires retardataires se prennent par la main et fassent le nécessaire. Je pense qu'il y en a un certain nombre qui n'ont pas pris conscience de ce qui va arriver au début avril, quoi. Bon, le message, du coup, est passé sur le plateau de Smart Patrimoine. Richard Restuccia, je reviens un petit peu donc, sur l'ORIAS et sur votre nomination donc, à la présidence de l'ORIAS. Ça date de décembre 2022. On va évoquer dans un instant peut-être vos ambitions, votre feuille de route à la tête de l'ORIAS. Mais juste avant, on a commencé à l'évoquer rapidement, le rôle de l'ORIAS. Alors effectivement, c'est connu des CGP ou des intermédiaires, effectivement, notamment en matière d'assurance, banque ou finance, puisque c'est un agrément qu'il est obligatoire d'avoir pour exercer.
L'épargnant, qu'est-ce qu'on peut lui dire pour lui expliquer le rôle de l'ORIAS dans la gestion de son épargne, de son patrimoine? Alors, ce qu'on peut lui dire d'abord à l'épargnant, c'est que l'ORIAS a été créé pour lui. D'accord. C'est véritablement la mission principale de l'ORIAS, c'est de défendre le consommateur et l'épargnant. D'accord. Pourquoi ? Parce que l'ORIAS donc, immatricule un certain nombre De société, oui. de sociétés et d'intermédiaires. D'accord. Et pour l'épargnant, le fait de savoir qu'il va s'adresser à un professionnel qui est inscrit ou pas inscrit à l'ORIAS lui donne déjà un premier rempart, j'allais dire, de protection. Et alors, quand on parle d'épargne, ça prend encore plus de valeur pour moi. Bien sûr. Puisque généralement, c'est des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont mis de l'argent de côté toute leur vie, qui vont ensuite le confier à un professionnel. Autant vérifier que ce professionnel, il a la capacité professionnelle de pouvoir leur donner un conseil, et qu'il a également une responsabilité civile et peut-être une garantie financière. Une assurance responsabilité civile. Oui, d'accord. Oui. Une garantie de responsabilité civile au cas où il se passe quelque chose. D'accord. Et puis qu'il a la formation nécessaire pour pouvoir accompagner son client. Donc quand on obtient finalement un numéro ORIAS, quand on renouvelle effectivement ensuite ce numéro ORIAS, c'est la garantie qu'on a la formation nécessaire pour exercer ce métier, que juridiquement on est dans les règles et que l'ORIAS a plus ou moins vérifié que tous les documents étaient en règle pour pouvoir exercer ce métier de conseil en investissement financier ou en gestion de patrimoine ou de courtage en assurance ou autre. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, l'ORIAS, par la vérification qu'elle va faire, va attester que le professionnel qui a son numéro ORIAS remplit les conditions premières pour pouvoir exercer sa profession. Et c'est important pour l'épargnant parce qu'on voit aussi beaucoup de sujets avec des épargnants qui n'ont pas eu le bon conseil, qui se sont fait avoir, voire Arnaqué. Escroquer. D'accord, oui. Et donc c'est important de dire à l'épargnant, la première chose à faire lorsque vous rencontrez un professionnel de la banque, de la finance ou de l'assurance, c'est d'aller vérifier sur le site ORIAS. Ça se fait en 3 clics. Il suffit de taper le nom de la personne ou du cabinet, ou dans tous les cas de l'entreprise, ou son numéro ORIAS, et de vérifier qu'il est bel et bien inscrit à l'ORIAS. D'accord. Si jamais il n'apparaît pas sur le registre de l'ORIAS, c'est quand même une première alerte pour se dire à qui j'ai affaire. Donc on ne va pas vérifier sur le site du professionnel s'il a un numéro ORIAS, on va vérifier sur le site de l'ORIAS si le professionnel est bien référencé. Est bien référencé. D'accord. Et qu'il l'est toujours, parce que je peux avoir eu un numéro ORIAS à un instant T et ne pas avoir fait, par exemple, mon renouvellement. D'accord. Oui. Ce qui est quand même un premier indice de se poser les bonnes questions. Un premier indicateur sur un premier niveau d'alerte peut-être. Un premier niveau d'alerte. D'accord. Deuxième niveau d'alerte, et c'est important de le rappeler aux épargnants, tous ces intermédiaires-là ont une obligation sur l'ensemble des documents qu'ils diffusent à leurs clients, et notamment les documents publicitaires, mais également leur en-tête, leur carte de visite, etc., de faire apparaître leur numéro ORIAS. Si vous avez affaire à un professionnel qui ne fait pas apparaître son numéro ORIAS, il est urgent de se poser les bonnes questions et de faire attention. Ouais. Voilà, et de faire attention. Ça ne va pas forcément jusqu'à l'escroquerie, enfin j'en sais rien, mais en tout cas on se pose la question du sérieux de la personne qu'on a en face de soi ou de l'entreprise, parce que parfois on n'a pas une personne, on a un site internet ou une entreprise. On peut avoir un site internet ou une entreprise, ça ne veut effectivement pas dire que la personne va faire une escroquerie, mais en tous les cas, c'est un premier rempart. D'accord. Et c'est important parce qu'on est dans des métiers où on parle beaucoup de la protection du consommateur et où on fait beaucoup de choses pour le consommateur, mais ce premier rempart-là, il est, pour moi, impératif. Vous avez été donc nommé, je le disais, en décembre 2022 à la présidence de l'ORIAS. Est-ce que vous avez des grandes ambitions, une feuille de route pour cette présidence à la tête de l'ORIAS, Richard Restuccia ? Alors, oui. La première, c'est celle qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire véritablement ce renouvellement 2023 qui est nouveau avec cette réforme à mettre en place. Bien sûr, c'était l'enjeu peut-être de ce début de mandat, oui. Ah oui, c'était l'enjeu de ce début de mandat. Et je trouve que c'est un beau signe au marché d'avoir porté à la présidence de l'ORIAS, et c'est pas pour jeter les fleurs, mais un courtier de proximité. D'accord. Ouais. Parce que c'est important également de voir que, bien sûr, l'ORIAS a une mission de service public, mais il est important aussi de bien connaître ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir appréhender les choses. Et on le voit bien là dans la discussion, par exemple, qu'on a eue avec le Trésor sur le délai à apporter. Il était important qu'on ait un courtier de proximité qui dise attention, sur le terrain, ça va coincer si jamais on n'a pas ce délai. Donc ça, c'est la première chose. Bien sûr. Le deuxième point, c'est de réussir
Ensuite, le renouvellement de 2024. D'accord. Là, OK, on essuie les plâtres, chacun se met en place, etc. Ensuite, il faudra qu'en 2024, ça roule, comme ça roulait les années d'avant. Et donc, on fait tout ce qu'il faut pour qu'on reprenne finalement le rythme d'avant après la réforme du courtage, effectivement, et cet épisode 2023. Tout à fait. D'accord. Et puis, le troisième objectif de ma présidence, c'est de mieux communiquer avec l'Orias, de mieux communiquer au niveau des épargnants. Et je vous remercie de nous recevoir aujourd'hui, parce que voilà, je pense que c'est bien qu'on puisse parler aux épargnants, qu'on puisse leur expliquer que l'Orias est là et qu'elle amène un vrai service, et qu'on puisse également communiquer avec les professionnels qui ont tendance, on le voit là, parce que c'est un peu tendu des fois avec des dossiers qui passent pas ou avec voilà. Et donc on voit qu'il y a peut-être une mauvaise image de l'Orias. D'accord. Moi, je veux rappeler que l'Orias, elle est là pour les épargnants, elle est là aussi pour les professionnels. Alors, on n'est pas là pour accompagner les professionnels. Bien sûr, oui. Voilà, mais par contre, on est là pour les aider et pour faire en sorte que tout se passe bien. Et je pense que c'est important de repartir, communiquer avec eux et de leur montrer mais qu'on est présent, quoi. Que vous n'êtes... Alors, effectivement, est-ce qu'on peut dire que vous êtes le premier garde-fou vis-à-vis des épargnants ? Est-ce qu'on peut, à une heure où les épargnants d'ailleurs font de plus en plus leurs recherches eux-mêmes, parfois vont chercher des solutions d'investissement sans passer par un conseil ou autre, est-ce que finalement le premier garde-fou, c'est systématiquement de se dire, est-ce que l'Orias a validé que cet intermédiaire pouvait me proposer une solution d'investissement ? Ah ben tout à fait. Moi je pense que, moi je serais épargnant aujourd'hui et je le suis d'ailleurs. Oui, bien sûr. Oui. La première chose que je ferais, c'est de me dire, puisque j'ai un service à ma disposition qui me permet de vérifier du sérieux du professionnel que j'ai en face de moi, je vais taper son numéro Orias, ça me prend quelques instants. Voilà. Mais c'est un rempart, c'est un premier rempart pour l'épargnant, mais c'est également un premier rempart pour les professionnels. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de professionnels, il y a une majorité de professionnels qui font leur travail très sérieusement, qui sont formés, qui se forment au fil du temps pour amener le bon conseil à leurs clients. Et c'est important pour eux de se dire que s'il y a une brebis galeuse, j'allais dire, à côté, c'est bien qu'on puisse également se dire, tiens, celui-là, il n'est pas inscrit à l'Orias, et donc il a quand même moins de chances de pouvoir travailler. Et on rappelle, Richard Restuccia, effectivement, que les courtiers en assurance, banque et finance ont jusqu'au 31 mars pour déposer leur dossier de renouvellement Orias. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine, Richard Restuccia. Je rappelle que vous êtes président de l'Orias. Merci beaucoup. Merci à vous, et puis à nos amis courtiers intermédiaires. Ne tardez pas, c'est maintenant qu'il faut faire les choses. Dépêchez-vous. Merci à vous également de nous avoir suivis et à très vite sur Bismart.